Bonjour, une fois de plus, très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère, cette émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, et qui a pour fondement la moralisation de la vie publique. Donc, là, nous sommes du côté de Koulongom, où j'ai été invité par un ancien candidat à l'élection locale, qui a d'ailleurs eu des pourcentages électoraux assez importants. Membre de la 29e promotion de l'école de préparation au cahier administratif, admis justement à l'école nationale d'administration, donc l'ENA, Ponce Mitsa, que vous connaissez très bien, et qui a une double qualité en tant qu'acteur politique, mais il a également des associations. Et là, il m'a fait cet honneur-là de pouvoir être invité chez lui à domicile pour pouvoir me donner un certain nombre d'orientations par rapport à la campagne référendaire qui est en train de battre son plein. Il s'agit pour moi d'expliquer aux membres de cette association ce qu'on entend par régime présidentialiste. Et je voudrais une fois de plus éclairer la lanterne de certains compatriotes qui font une confusion entre un régime présidentiel et un régime présidentialiste, et qui plus est celui du Gabon, et repose sur une espèce de rigidité au sommet de l'État. Le régime présidentialiste rigide qui nous est soumis à l'adoption est caractérisé par la suprématie, l'hégémonie du pouvoir exécutif. Là, vous avez affaire à un exécutif monocolore, un exécutif axé sur la prépondérance du chef d'État comme la clé de voûte de l'ensemble des institutions, comme le garant d'ailleurs de l'ensemble de ces institutions. Autrefois, nous avons connu ce qu'on appelle le bicaméralisme, et qui faisait en sorte qu'il y ait une coexistence pacifique entre le chef d'État et le premier ministre chef de gouvernement. Malheureusement, ce bicéphalisme a entraîné beaucoup de désagréments au sein de l'exécutif, avec une fuite en avant de tous les anciens premiers ministres qui ont toujours dit qu'ils n'ont jamais gouverné. Et là, il s'agit, pour la constitution qui est mise en notre adoption, d'arriver à laisser l'entière responsabilité du chef d'État pour qu'il puisse lui-même, en tant que membre de l'exécutif, élu au suffrage universel direct, qu'il ait la prépondérance sur cet exécutif-là. Et c'est pourquoi on parle d'un exécutif monocéphale. Cet exercice monocéphale va entraîner la disparition systématique de la fonction du premier ministre chef de gouvernement. Donc le chef de l'État sera en même temps, il va exercer la prérogative de chef de gouvernement. Donc il sera président de la République et en même temps chef de gouvernement. Ben, c'est une particularité nouvelle, parce que nous avons toujours connu des présidents de la République avec les différents membres du gouvernement. Donc il s'agit de faire en sorte que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités. Et là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'échappatoire. Tout ce qui va être fait dans le cadre de l'exercice de la fonction, eh bien, c'est le chef de l'État qui en assumera l'entière responsabilité. Donc, non seulement on a supprimé la fonction du premier ministre chef de gouvernement pour l'attribuer totalement au chef d'État, mais on a encore également mis à disposition du chef de l'État un vice-président de la République. Mais un vice-président de la République avec un minimum de pouvoir, à savoir que le vice-président de la République pourra organiser les conseils des ministres avec un ordre de jour précis qui lui sera certainement orienté par le chef d'État. Et ils ont encore mis un vice-président du gouvernement. Bref, c'est autant de spécificités qui font en sorte que nous ayons une constitution totalement atypique, calquée sur les propres réalités du peuple gabonais. Mais il s'agira pour nous, les acteurs politiques, de nous poser un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions sur la collaboration du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif. Dans cette collaboration, à travers notre constitution, pour ceux qui arrivent à être des véritables lecteurs comme David Brakouma, ils savent que le chef de l'État va communiquer à travers les chambres, à travers le Congrès, c'est-à-dire la chambre, notre chambre bicamérale. Le chef de l'État pourra communiquer avec le président de l'Assemblée, avec le président du Sénat, mais sans qu'il puisse y avoir un véritable débat contradictoire. C'est également une autre spécificité.
le chef de l'État également maintient son poste de président du Conseil supérieur de la magistrature. Et bien c'est lui et qui est également le garant de cette structuration-là. Donc vous voyez bien que le chef de l'État est véritablement la clé de voûte de l'ensemble des institutions. Et c'est cela la spécificité justement des régimes présidentialistes rigides, à savoir que le chef de l'État devient la clé de voûte de l'ensemble des institutions et celui qui arrive à coordonner l'action des partis communs, tous ces pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et voire même le pouvoir judiciaire. Mais une autre réalité, c'est que ceux qui vont incarner justement le pouvoir législatif prochain, ils ne pourront plus arriver au cumul. À savoir que le député ne pourra pas en même temps être ministre. Il vous suffira, dès que vous êtes nommé au gouvernement, et bien, lorsque vous partez au gouvernement, c'est votre suppléant qui occupe votre poste de député. Et une fois vous quittez de votre poste de gouvernement, et bien, il n'y aura plus une possibilité pour vous de retourner à l'Assemblée nationale. Là également, c'est une manière de protéger également le suppléant, parce que autrefois, lorsque ces ministres étaient ministres, et bien une fois ils perdaient leur poste ministériel, ils revenaient à l'Assemblée et cela arrivait à précariser le suppléant. Aujourd'hui, ce suppléant-là qui va supplier le ministre pourra jouir justement des bénéfices de faveur de la fonction qui lui sera due. Il y a également une autre primauté, c'est que les partis politiques n'auront plus la possibilité de choix un député élu. Et là, c'est également une autre innovation. Donc, si je suis membre du Parti démocratique gabonais et que je sois un dissident par rapport à l'idéologie du parti, par rapport à ces pratiques sordides, eh bien, même si le parti arrive à me traduire en conseil de discipline et m'exclure du parti, mais le parti ne pourra plus récupérer mon poste de député parce que je n'ai pas été élu qu'avec les PDGistes, j'ai été élu par l'ensemble des Gabonais, donc je garde mon échappe de député. Voilà, et là, on voit bien qu'il y a une espèce de protection justement d'un ensemble de compatriotes. La Constitution également nous met un cadre juridique, un cadre réglementaire de reconnaissance justement de l'action syndicale et reconnaissance des associations et la société civile. Mais la difficulté, c'est que cette reconnaissance formelle et juridique qui est contenue dans la Constitution ne peut être exercée qu'en fonction des autorisations. C'est un peu là où je n'ai pas compris ces constitutionnalistes-là. Autrefois, pour organiser un meeting, organiser une causerie, organiser justement une manifestation, bien, il me suffisait tout simplement d'informer le ministère de l'Intérieur que moi, David Belakouma, à partir de 14h, je serai du côté de la baie de Cochon pour organiser justement ma manifestation. Or là, il faut au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Or, nous savons très bien que vous n'obtiendrez jamais les autorisations de ce ministère-là. Et ça, ce n'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Regardez la situation actuelle qui est vécue par les peuples gabonais. Avec la SCG qui nous voit et qui nous vend une eau incolore, une eau colore, je dirais pas incolore, une eau colore. Regardez l'eau de la SCG. Tantôt elle est verte, tantôt elle est bleue, là elle est jaune ce matin, et c'est comme ça. Dans tout le robinet, on a une eau vraiment insalubre. Et d'ailleurs, même le chef de l'État l'a dit, que l'eau de la SCG est pratiquement impropre à toute consommation. Et j'ai vu le ministre de l'économie au cours d'un débat sur une chaîne de télévision et qui arrivait à affirmer de manière péremptoire que l'eau de la SCG était une eau de bonne qualité et que lui, il arrivait à boire cette eau-là. C'est de la moquerie. Tout le monde le sait que le ministre de l'économie ne peut pas boire l'eau de la SCG. Je dis bien tout le monde le sait. Si même chez moi déjà à l'économie, l'eau en ça, on arrive à laver les habits avec. C'est une fontaine publique qui est là, où tout le monde arrive à consommer, à fortiori un ministre de l'économie. Avec tout ce que nous connaissons comme avantage lié à sa fonction. Moi, je pense même qu'il doit se laver avec Luanza. Il ne peut pas me dire qu'il boit l'eau là. C'est inimaginable. Je ne crois pas cela. Même la nourriture du ministre de l'économie, je pense que c'est avec Luanza qu'on arrive à préparer ses mets, sa salade et autres, ses plats les plus succulents. Mais dire qu'il boit l'eau la SCG, eh bien c'est un tissu de mensonge. C'est une insulte pour notre conscience. Et même moi, David Belakouma, ça a tort que j'arrive à boire cette eau insalubre. Parce que je n'ai pas le choix. Puisque je n'ai pas de moyens requis pour pouvoir m'acheter une eau minérale.
avec une famille atomique comme la mienne, une famille pléthorique. Donc il faut que ces gens-là arrêtent de distraire les Gabonais. Nous avons déjà une constitution qui fâche les gens. Une constitution qui nous est imposée par ces mêmes mercantilistes épicuriens émergents, pseudo-émergents, parce qu'ils ont trouvé une population déscolarisée, analphabétisée. Ils peuvent comme ça exploiter l'incognité spéculative de toutes ces personnes-là pour faire passer leurs fasques, leurs hérésies, leurs fantasmagories constitutionnelles. Et c'est tout de même incroyable. Un petit pays comme le Gabon, et on arrive comme ça à ne pas organiser l'État, de telle sorte que nous puissions arriver à cette espèce de démocratisation pluraliste, pour qu'on arrive à une saine compétition électorale, pour que les meilleurs puissent émerger. Non, il faut créer des rigidités, il faut créer des dysfonctionnalités étatiques pour continuer à maintenir les Gabonais dans la servitude, dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarisation. Et je l'ai toujours dit que ces gens-là sont des mercantilistes, ce sont des capitalistes sauvages. Leur seul ennemi, eh bien, c'est le prolétariat. C'est le prolétariat leur seul ennemi. Et dans tous les pays du monde entier, mais c'est le prolétariat qui est souvent la victime. Vous avez les bourgeois, vous avez les aristocrates, vous avez le clergé, vous avez les nantis. Et j'ai vu même d'ailleurs dans un groupe WhatsApp, j'espère que ça doit être une espèce de fake news ou bien je ne sais pas, où on m'aurait dit que Monsieur Ibaba, c'est pas, il est quoi, Archibishop ou bien il est Ibaba, celui de Sainte-Marie. Voilà, Monseigneur. Monseigneur, écoutez bien une expression comme ça. Une expression aussi majestueuse avec toutes les conséquences et les incidences. Monseigneur Ibaba. Je vois dans une communication où il appelle les populations gabonaises à voter non. Mais c'est totalement absurde. Nous connaissons très bien le rôle qu'Ibaba a joué. L'archevêque ou l'archibishop ou quoi. Mais dire que les populations doivent voter non, mais c'est une absurdité, voire même une stupidité. Sachant bien le rôle qu'Ibaba a joué au sommet de l'État, dans la conception même de ces frasques constitutionnelles. Mais quand même, lorsqu'on a commencé le dialogue national, on connaît très bien le rôle que Monseigneur Ibaba a joué. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir demander aux populations de voter non, alors que nous sommes dans une constitution totalement achevée. Une constitution qui a été établie de manière inclusive et elle a subi toutes les étapes. La première étape préalable, qui consistait d'ailleurs à appeler le plus grand nombre de compatriotes gabonais, a écrit 10 pages pour pouvoir orienter les décideurs. Et sans cela que je dis que le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas tenu compte de notre système sociologique. Parce que lorsque vous demandez d'écrire 10 pages à des personnes qui ont des certificats primaires, d'aptitude primaire élémentaire, des gens qui ont des CAP, certificats d'aptitude professionnelle, comment ils vont faire pour écrire 10 pages de réflexion? Une introduction, un développement, une conclusion. Ils sont combien à l'écrit? 10 pages. Donc là, ils ont exclu le plus grand nombre de compatriotes qui auraient également pu s'exprimer. Et à partir de ces 38 000 contributions, et d'ailleurs qui n'ont pas pu satisfaire le chef de l'État a dû encore accorder une rallonge. Malgré cette prolongation-là, eh bien, nous sommes restés pratiquement à des minima sur une population supposée de 2 millions d'habitants. Et le chef de l'État a mis en place un cadre de dialogue national inclusif où on a fait appel à tout le monde. Il y a eu le clergé, vous connaissez très bien Benin Guambina aussi, un autre archibishop ou monseigneur, que sais-je, avec le Louis Mbadinga, ils étaient nombreux comme ça, représentant le clergé. Il y a eu la société civile avec tous les acteurs que vous connaissez, tous ces ménopausés de la société civile, et une société civile aujourd'hui à rebours chemin, à la poursuite des gargotes et des béveries, aujourd'hui se sont tués. Une société civile qui arrive aujourd'hui à défendre des frasques, qui arrive à défendre des absurdités, des aspérités. Parce que quoi, au petit bonheur la chance, eh bien ces personnes se sont retrouvées parachutées à pieds joints au sein de notre chambre bicamérale, occupant de très hautes fonctions dans le bureau de l'Assemblée nationale, d'autres au Sénat, d'autres au Conseil économique et social, et pour eux, ils ont atteint leur objectif. Mais leur objectif a été atteint où? Puisque nous sommes toujours dans une période transitoire, caractérisée par une espèce de paupérisation, une exclusion du plus grand nombre des compatriotes gabonais. Et
on a encore appelé d'autres gérontocrates politiques sans base électorale pour essayer d'écrire un semblant de constitution. Et cela, c'est encore pire. Ils ont écrit une constitution où ils sont arrivés à la personnification, l'identification et personnalisation du pouvoir. Calquer cet exécutif du pouvoir sur la tête de son extrême Brice Koto Oligui Nguema. Et Dieu merci, ce dernier n'a pas accepté. Après 800 amendements, le chef de l'État a dit non. Vous ne pouvez pas écrire une constitution pour satisfaire justement mes aspirations légitimes. Je n'en ai pas besoin. Et le chef de l'État leur a encore renvoyé à leurs très chères études pour sortir une constitution qui satisfasse les intérêts du plus grand nombre de personnes. Malheureusement, c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Malgré la volonté du chef de l'État de pouvoir les amener à une constitution qui tienne compte des réalités, de la réalité sociologique, géostratégique des populations gabonaises. Rien. Et ils nous ont sorti une constitution finale, alors là, avec d'autres incongruités. À savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, ben, il ne s'agit plus de chercher un Gabonais puritain, mais il cherche simplement de chercher un Gabonais normal. Parce qu'il fallait satisfaire justement Alain-Claude Bébinze qui était déjà allé en campagne, à rebours chemin, des conditionnalités pour avoir accès à l'élection présidentielle. Or, il s'agissait pour nous de préserver justement la pureté de ce Gabonais-là qui devait être à la tête du sommet de notre exécutif. Et là, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et Junior Bongo Ondimba, j'espère que vous le saviez, et qui pourra également être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et ce n'est pas vous qui allez rejeter sa candidature. Frank Ping également pourra être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et il s'agit également pour Frédéric Bongo Ondimba. Il pourra être candidat à l'élection présidentielle. Donc, on a encore tous ces survivants-là de l'ère bongoïste qui pourront être candidats à l'élection présidentielle parce qu'on n'a pas verrouillé ces conditions d'éligibilité pour permettre aux véritables Gabonais d'assumer cette fonctionnalité. Et ils en sont fiers. Et ils sont allés plus loin dans leur stupidité constitutionnelle en excluant l'épouse ou les épouses avec les enfants et les ascendants du prochain président à l'élection présidentielle. C'est incroyable. C'est encore une autre forme de marginalisation, une discrimination inacceptable. Un des principes justement de notre humanité, vous le retrouvez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est du droit comparé au droit international, avec la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV, qui disait que c'était lui l'État, qu'il incarnait la personnification et personnalisation de l'État. L'État n'a jamais été Louis XIV. Et l'État ne sera jamais le prince béton. Parce que l'État est une personnalité morale, de droit public, souveraine et territorial. L'État est constitué de 3 éléments constitutifs. L'ensemble des institutions. Et vous avez le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Ensuite, la population. Donc l'État n'est pas le prince béton. Non. L'État est une personne morale. Donc une entité collégiale, une entité collective. Et c'est pourquoi on dit que l'État est la forme la plus achevée du pouvoir politique. Et cette forme la plus achevée du pouvoir politique n'a de sens qu'à travers une constitution. La constitution, c'est l'acte fondateur de l'État. Parce que la constitution va vous définir un cadre organique, un cadre juridique d'exercice du pouvoir, de prise d'exercice et même... Bon, vous voyez, là, c'est toujours leur propre. Dès que j'arrive à expliquer des gens un certain nombre de problématiques majeures, ils font tout pour me distraire. Parce qu'ils ne vous expliqueront jamais toutes ces choses-là lorsqu'ils vont aller sur le terrain. Et le prochain vice-président sera capable d'assurer l'intérim en cas d'une vacance du pouvoir. Est-ce que vous le saviez? Et le vice-président, il n'est pas élu, il est nommé. Et nommé par qui? Par le prince. Mais c'est tout de même incroyable. Et on voit encore la ministre de la Communication qui arrive à porter une communication sur le plan international, vanter les mérites de cette constitution où elle va jusqu'à faire une comparaison avec la constitution américaine, totalement en opposition. Rien à voir avec le sujet.
Parce que la constitution américaine consacre l'élection du président de la République avec son vice-président. Et pourtant, nous avons vu ce même cas, si nous arrivons au droit comparé avec la période où notre papy, Léon Ba, et qui d'ailleurs est en train de brader son domicile par ses neveux, où Omar Bongo Ondimba avait été élu avec le président Léon Ba, et Omar Bongo était vice-président. Donc on aurait pu également insérer cette disposition qui devait faire en sorte que si on voulait pour garder le poste de vice-président, eh bien le vice-président aurait pu être élu en même temps que le président. Au moins, on a le suffrage universel qui est sauvegardé pour les intérêts de deux personnalités. Au moins là, ça aurait eu un sens. Malheureusement, bon, les gens ont fait ce qu'ils ont fait. De toutes les façons, moi je suis là tout simplement pour vous donner un certain nombre d'analyses et d'observations de circonstances. Et je n'ai pas à vous orienter. S'il faut voter pour, il faut voter non. Mais je vous dis seulement qu'il faut que nous sortions rapidement de cette période transitoire parce qu'elle commence à nous étouffer comme une chape de plomb. Ceux-là qu'on a dit être des héros qui devaient venir sauvegarder les intérêts du peuple souverain, aujourd'hui ce sont les collaborateurs du prince qui sont en train de désunir les populations, qui sont en train de détruire progressivement comme une peau de chagrin le capital social du prince Machiavel. Et c'est tout de même regrettable et dommage. Et c'est pourquoi j'invite le plus grand nombre de compatriotes que vous êtes d'arriver à un coup d'avantage comparatif. Essayez d'évaluer entre le refus de voter cette constitution à caractère géométrique et le fait de voter cette constitution pour qu'on sorte au moins de cette transition. Mais moi, je vous invite plutôt de tout faire pour que nous sortions de cette transition. Parce que cette transition n'a pas le caractère démocratique qu'il faut. C'est ça même. Il faut que nous retrouvons, nous justement, le caractère démocratique de notre système étatique. Vous savez, Donald Trump qui a été élu aux États-Unis, eh bien c'est quelqu'un qui n'accepte pas la dictature. C'est quelqu'un qui n'accepte pas des États, qui n'acceptent pas la démocratie. Et nous risquons d'avoir des problèmes. Donc il nous faut sortir progressivement de cette transition. Et malheureusement pour nous, eh bien, nous n'avons pas un autre choix que de valider cette constitution qui a eu quand même un caractère inclusif, cette constitution qui a eu quand même un certain aménagement pour que nous arrivions au moins à sortir de cette période de crise, cette période de l'attente qui est caractérisée par ce qu'Alain Claude Bibinze appelait l'occupation militaire. Donc nous devons sortir de cette occupation pour embrasser la démocratie. Nous devons faire en sorte que les députés qui ont été nommés par le prince puissent être battus à la prochaine élection. Et il faut aller aux résultats des élections. Parce que je n'ai pas l'intention, moi, David Belakouma, de continuer à avoir mon salaire bloqué. Parce que quoi, les gens ne veulent pas respecter les règles du statut général de la fonction publique qui parle de l'égalité de traitement de tous les agents. L'égal amicité de tous. Et ce n'est que dans un système étatique où il y a le respect de l'état de droit que je pourrais faire valoir mes droits et les obtenir. Or, dans un système, un régime caractérisé par le totalitarisme, l'absolutisme du pouvoir, mais c'est impossible pour moi, David Berkouma, d'arriver à obtenir gain de cause. Comment est-ce qu'on peut justifier que moi, David Berkouma, le défenseur du prince, puisse être victime d'autant de marginalisation, de discrimination, mais également autant de mépris à mon égard? C'est tout de même injustifiable, c'est inqualifiable. Parce que les gens aimeraient voir un David Berkouma assujetti à des frasques constitutionnelles, à une certaine constitution mortifère qui n'arrive pas à garantir la véritable réalité des faits. Moi, je vous le dis, cette constitution n'a pas été conçue pour que le prince Machiavel puisse être celui-là qui va exercer le pouvoir. Cette constitution a été écrite pour un autre monarque qui arrivera certainement après l'exercice du pouvoir de Machiavel. Et ça, vous ne le savez pas. Retenez bien cette phrase. Parce que quand cette phrase va avoir son accomplissement, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que la main des périgis est là. La main des périgis est là. Et ce périgis qui sont en train de cacher pour le moment, je vous le dis, il se dévoilera. De toutes les façons, nous savons plus ou moins la trajectoire de ce périgis.
qui sont en train de former pour pouvoir venir une fois de plus préserver leurs intérêts machiavéliques, préserver leurs humilités, préserver leur patrimoine. Et pendant ce temps, eh bien, la population gabonaise doit continuer à vivre son rythme de clochardisation, de misère, de pauvreté, abjecte sauvage. Et pourtant, dans cette constitution-là, il y a tout de même plusieurs articles qui peuvent satisfaire notre curiosité. D'ailleurs, l'article 1er qui parle d'un État unitaire, décentralisé. Mais l'État unitaire, décentralisé, c'est une dichotomie. Dans les États unitaires qui sont les États totalitaires, mais il est difficile d'avoir une espèce de décentralisation, c'est-à-dire le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par la voie, le biais d'une législation, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas mon père Jean-François Toutouméman d'ailleurs qui me le démentira. Puisque dans un de ses célèbres ouvrages sur la démocratie et la décentralisation, il disait qu'un pouvoir omnipotent, omniscient et omniprésent, eh bien, il devient impotent dans... Donc, il faut nécessairement arriver à la décentralisation. Et là, nous allons plutôt arriver à une déconcentration et non pas une décentralisation. Mais qu'à cela ne plaise, c'est déjà un bon qualitatif. Ça va nous constituer également une autre bouffée d'oxygène pour que nous puissions nous débarrasser de tous ces sénateurs moribonds et qui ont été nommés et qui n'arrivent pas à respecter la volonté du peuple souverain. C'est le peuple le garant de la légitimité populaire insulaire. Et je vous le dis, tous ces députés-là qui sont en train de faire une mauvaise campagne, que ce soit une campagne pour le oui ou une campagne pour le non, eh bien, le peuple gabonais retiendra une seule chose, c'est que vous leur avez imposé une constitution, sachant bien qu'on aurait pu agir autrement en amendant cette constitution pour que le plus grand nombre de personnes puissent être protégées. Et d'ailleurs, l'une des plus grandes protections, eh bien, c'était l'une des résolutions phares du dialogue national qui consistait à sanctionner les pérégistes pour un délai d'inéligibilité à titre conservatoire de 3 ans. Et si cette résolution avait obtenu l'assentiment du plus grand nombre de personnes, eh bien, à l'heure actuelle, nous serons en train de nous battre pour le rajeunissement de la classe politique, pour la lutte justement contre le clivage, l'ethno-régionalisme. Mais malheureusement, vous avez donné encore une fois de plus la possibilité aux pérégistes de narguer le peuple souverain. Et aujourd'hui, on voit bien ces pérégistes-là, ils sont revenus sur leurs chevaux avec fanfare et trompette. Une seconde trahison. Une seconde trahison de plus. Et vous pensez que vous allez pouvoir battre ces pérégistes-là avec autant de milliards? Ces pérégistes qui auraient dû faire l'objet de poursuites judiciaires se retrouvent en prison. Et mais là où vous êtes là, ce que vous ne savez pas, c'est que les pérégistes ont déjà la majorité à l'Assemblée et la majorité au Sénat et même dans les collectivités locales. Et vous n'aurez que vos larmes pour pleurer lorsque les PDG là vont encore venir vous faire « Oh PDG Ngunda !» Ils vont encore « Oh PDG Ngunda !» Et vous allez vivre là. Mais vous savez que le plus grand nombre des Gabonais, même dans leur génétique moléculaire, ils sont pédégistes. De toutes les façons, moi, David Belakouma, je n'ai aucun problème avec les pédégistes. Ils le savent très bien. On n'a aucun problème. Mais qui ne vous dit pas qu'avec la lure là, je ne suis pas capable également de répartir au pédégistes. Mais puisque vous voulez entretenir un régime de confusion, mais continuez à blaguer avec vos propres intérêts, c'est votre problème. Mais, je vous le dis, continuez à blaguer avec votre propre vie. C'est la même chose que je disais à l'époque à Nourdine Bongo Valentin. J'ai dit, tu ne connais pas le peuple gabonais. Vous voyez les tombes là, mais vous ne savez pas ceux qui sont à l'intérieur du tombe. Merci de votre bien-aimable attention. Souhaitez-moi bon appétit. Et là, c'est un des compatriotes de Gabon, ma patrie, qui a bien voulu m'inviter et essayer d'éclairer la lanterne des compatriotes gabonais qui sont là, que je ne vais pas vous montrer, pour que vous ne puissiez pas les identifier, puisque c'est votre travail. C'est ça là votre opposition, identifier les gens qui s'opposent, ou bien les gens qui sont en accord, et vous faites des faux bureaux de renseignement. Des faux bureaux de renseignement. Et vous pensez que la démocratie va marcher comme ça, avec des faux bureaux de renseignement? Parce que David Belakouma explique une simple constitution, on dit que je suis devenu l'ennemi du prince. Parce que quoi? Les collaborateurs du prince m'auraient volé. C'est pas possible. Le prince sait que moi, je gagne ma logique. Ma rationalité, mon cerveau doit continuer à dire des choses vraies. Non pas... Non. Je ne ferai pas le kounabilisme. Même pour le prince, je ne le ferai jamais. Et je l'avais dit dès le départ. Si je dois faire le kounabilisme, eh bien c'est un kounabilisme réfléchi. Et je vous informe que l'article 172 de notre loi fondamentale et l'article 173
qui est d'ailleurs le dernier article de cette loi fondamentale, est clair. Vous pouvez avoir voté le 16 novembre prochain, mais votre constitution n'aura de valeur juridique, ne rentrera en application qu'après l'élection du président de la République. Et la date, pour le moment, ne vous sera pas indiquée. Mais moi, David Belakouma, je sais à quelle période l'élection présidentielle va être déclenchée. Et c'est en ce moment-là où je vous attendrai, parce que j'avais dit depuis le départ que je soutiendrai Brice Koté Oligui Nguema. Et je vous le dis, il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais il ne sera pas seul candidat. Parce qu'il y aura beaucoup de candidats. Donc il y aura à boire et à manger. Vous vous pressez pour rien. Ne perdez pas votre temps de dire non, de ne pas voter. Oui, non. Votons tous oui pour que nous allions à la prochaine élection présidentielle. Il y aura à boire et à manger. Puisqu'il y aura beaucoup de milliardaires candidats. Là, vous aurez le choix. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de faire un choix. Ce n'est pas utile. C'est pas utile. Hein? Il y aura au moins 30 candidats là, l'élection présidentielle. Il y aura à boire, à manger. Et j'ai même appris d'ailleurs qu'un des membres de mon groupe, Gabon Mapati, qui sera en train de former également un autre candidat qui viendra de l'Hexagone. Actuellement, il est déjà en France, justement, pour préparer la prochaine élection présidentielle locale et législative. Donc, vous qui pensez que David Belakouma, c'est un idiot, mais je me prépare. Et je ferai mordre la poussière à certains de mes adversaires. Surtout du niveau de la province LSUR. On mettra les candidats partout dans toutes les circonscriptions administratives et territoriales. Et on verra comment vous allez gagner ces élections-là. Bande de Ngounié fier.